Bienvenue, la grande édition en direct sur i24 News, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Et voici le sommaire de ce jour. 2 porte-avions déployés, plusieurs milliers de soldats positionnés et 2 nouvelles sanctions visant les intérêts iraniens. Voilà la pression maximale, version Donald Trump. Mais l'objectif est-il de faire plier ou tomber le régime? Téhéran envoie son chef de la diplomatie à Genève et se dit prêt à des concessions sur l'enrichissement d'uranium, pas sur son programme balistique. Qu'en pense-t-on à Washington et à Jérusalem? Est-il encore possible par ailleurs de réveiller la contestation interne en Iran? Les calculs restent complexes, la balle est toujours dans le camp de la Maison-Blanche. Un cessez-le-feu toujours aussi précaire à Gaza. Les forces de Tsahal ne sont pas à l'abri des pièges et des violations du Hamas. 5 terroristes armés sont sortis de leur tunnel hier soir, franchissant la ligne jaune. Riposte immédiate de l'armée israélienne, frappe de drones et élimination ciblée. Tsahal qui accuse le Hamas d'avoir utilisé l'hôpital Nasser comme quartier général. Alors qu'à l'approche du mois du Ramadan, Israël a autorisé l'entrée dans le territoire de centaines de camions supplémentaires remplis de boissons et de confiseries. Nous verrons aussi comment certaines milices rivales du Hamas affirment démanteler aujourd'hui les tunnels terroristes. Et puis nous reviendrons aussi sur ce week-end chargé d'émotions en France. 20 ans après l'assassinat d'Ilan Halimi, un chêne a été planté en sa mémoire à l'Élysée par le président Emmanuel Macron. Dans le nord du pays, une allée porte désormais son nom dans la commune de Hénin-Beaumont. On y reviendra en images tout à l'heure. Et voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Un changement de régime serait la meilleure chose qui puisse arriver à l'Iran. C'est donc la phrase qui fait office de baromètre ces jours-ci de l'humeur de Donald Trump. Toujours aussi difficile de prédire vers où s'oriente le président américain. Son armada ne cesse de se renforcer au Moyen-Orient. Mais pour l'instant, les efforts de dialogue se poursuivent du côté de Genève. Les forces en présence tout d'abord. On voit cela avec Mathieu Windy. Alors qu'une nouvelle session de négociation est prévue ce mardi à Genève, à la question du changement de régime en Iran, Donald Trump répond « Eh bien, cela semble être la meilleure chose qui puisse arriver. Depuis 47 ans, ils discutent et discutent encore. Pendant ce temps, nous avons perdu beaucoup de vies, pendant qu'ils discutaient. » Selon un expert de l'Iran et de ses proxys, cité par la 12e chaîne israélienne, les conditions pour obtenir un changement de régime en Iran ne sont pas encore réunies. Il faudrait une campagne aérienne massive visant à décapiter le régime et ses infrastructures. Ensuite, l'opposition iranienne doit s'organiser, car sans force politique alternative, le renversement du régime pourrait conduire au chaos. Enfin, il faudrait envisager une intervention terrestre. Mais la Maison-Blanche veut éviter de retomber dans un conflit comme la Deuxième Guerre en Irak débutée en 2003. Un autre angle d'attaque est la guerre économique. Le média en ligne Axios affirme que le Premier ministre israélien et le président américain se sont mis d'accord pour renforcer les sanctions économiques. Il s'agit d'exercer toute la force et une pression maximale sur l'Iran en ciblant les exportations de pétrole iranien vers la Chine. Environ 80% du brut iranien serait destiné au marché chinois. Au moyen d'un décret présidentiel, des droits de douane pourraient toucher 25% des importations chinoises liées au pétrole iranien. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères affirme que son pays est prêt à des concessions dans les négociations sur le nucléaire, mais Téhéran demande une levée des sanctions. Le diplomate iranien estime que la question de l'enrichissement zéro n'est plus un point de désaccord. L'Iran refuse toutefois de négocier sur son programme de missiles balistiques, prétextant que la République islamique a besoin de se défendre. Et ouais, finalement, aucune avancée réelle. Avec nous ce soir pour y voir un petit peu plus clair, Yaki Dayan qui nous rejoint. Merci à vous. Vous êtes ancien consul d'Israël à Los Angeles. Et puis notre expert défense, évidemment, Mathias Ilbar. Bonsoir Mathias. D'abord un mot sur la diplomatie, parce que à quoi servent, Yaki Dayan? D'abord, c'est pour parler de Genève. On sait d'avance que l'Iran ne va pas céder sur le balistique, encore peut-être moins sur les proxys. Justement, ce que veut Washington et Jérusalem. À quoi ça sert, c'est la question. Je crois que le seul qui croit que l'on peut arriver à un accord dans le monde entier, c'est Donald Trump. Et les Iraniens n'y croient pas, les Israéliens n'y croient certainement pas à cet accord. Trump pense qu'il peut faire la quadrature du cercle. Il n'arrête pas tout pour avancer vers un accord ou vers ces négociations de mardi à Genève, mais nous voyons les États-Unis constamment augmenter tout ce qui est l'approche des forces avec le porte-avions Gerald Ford et puis l'encerclement économique. Ils font des tas de choses au niveau diplomatique aussi et la rhétorique de Trump va augmentant en violence et il met une date butoir. Il parle d'un mois pour les négociations au maximum. Alors, d'un côté, il négocie et de
l'autre, il continue à les encercler. En fin de compte, la préférence de Trump, c'est d'arriver à un accord et pas à une attaque. Donc l'option numéro 1, la diplomatie, mais pour vous, son objectif, profondément, Donald Trump, c'est de renverser le régime vraiment, ou bien simplement de le faire plier sur ce dossier, en particulier du nucléaire, et peut-être, si affinité, sur le balistique aussi. L'objectif de Trump, ce n'est pas de faire tomber le régime, bien qu'il en parle de ce changement de régime, mais ça c'est nouveau. Il en parle de plus en plus, mais c'est ça son objectif. La différence entre Israël et les États-Unis, nous parlons d'un changement de régime, et l'Amérique parle d'un changement dans le régime. Comme au Venezuela, si vous voulez. Peu leur chaud que ce soit un régime démocratique. Ils seraient ravis que ce régime disparaisse, mais ce n'est pas l'objectif. Trump veut une victoire rapide et brillante qui ne mette pas en danger la vie de soldats américains. C'est ça son aspiration. Mais là, c'est très binaire. C'est ou un accord ou une attaque. Et Trump ne peut plus en sortir de cette décision. Des superpuissances comme les États-Unis ne bluffent pas. Quand vous envoyez une telle quantité de force et que vous parlez comme ça, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Et donc, il y a un cadre là pour les négociations. Il ne semble pas que le maximum iranien s'approche même du minimum de Donald Trump. Alors justement, Mathias, vous aussi, vous voyez ce déploiement américain. À votre avis, tout ça pour se dire que Donald Trump ne veut pas faire la guerre, c'est votre ressentiment aussi? Aujourd'hui, au moment où on se parle, je rejoins les propos de Yaki. Et j'en veux pour preuve un édito d'un des parlementaires du Parlement iranien qui a très bien compris, vous savez, on a dit qu'il y avait la politique du sourire, la politique de la ruse. Les Iraniens sont de très très bons négociateurs. Et à ce moment-là, eh bien, l'un des éditos dit que Donald Trump est coincé. Est coincé parce que pour lui, son credo, c'est le business. Et donc à partir du moment où il veut cet accord, eh bien, il faut utiliser, dit-il, toute la pression et toute la ruse des Iraniens pour parvenir à cet accord. Donc, il faut aller plus ou moins dans son sens, sans se tirer une balle dans le pied, pour arriver à le contrer et donc à obtenir un accord, parce que Donald Trump veut encore plus que tout. Vous savez, il y a un personnage qui hante Donald Trump à la Maison-Blanche. Il s'appelle Barack Obama. Et pour Donald Trump, il veut absolument parvenir à dire « je suis plus fort que Barack Obama, puisque j'ai obtenu un accord que lui a rapidement signé en 2015, qui est le JCPOA, j'en suis sorti de l'accord de Barack Obama et j'ai fait plier les Iraniens. Sauf que, et je rejoins ce que disait à l'instant Yaki, les Iraniens sont beaucoup plus forts aujourd'hui en termes de menaces qu'ils l'étaient en 2015. Et aujourd'hui, ils sont capables, en fait, d'actionner des proxys qui sont à l'agonie. En l'occurrence, le Hezbollah est à l'agonie, le Hamas a quasiment un genou à terre, les Houthis ne demandent que ça, d'actionner leurs armes. Et donc, aujourd'hui, Donald Trump ne veut pas de cette guerre régionale. Il veut faire rapidement plier l'adversaire. C'est ça, faire mieux, avec Idan, faire mieux que Barack Obama, un accord, c'est-à-dire qui serait plus avantageux du point de vue des États-Unis, même si, effectivement, comme dit Mathias, quelque part, l'Iran aujourd'hui est encore plus fort qu'en 2015, paradoxalement. Absolument. S'il y a quelque chose qui fait peur à Obama, à Trump, c'est ne pas être comme Obama. On lui dit ne sois pas comme Obama. Et donc cet ultimatum que Obama a donné aux Syriens fin 2012-2013, s'ils utilisaient l'arme chimique, je vous attaquerai, c'est ce qu'avait dit Obama. Et Assad a utilisé l'arme chimique et Obama n'a rien fait. Il a lancé quelques tomahawks, c'était ridicule, juste pour dire mais ça servait à rien. Et donc même les plus proches de Trump, le sénateur Lindsey Graham qui vient de Munich maintenant pour rencontrer le Premier ministre, il dit à Trump tout le temps « Vous ne pouvez pas parler comme Reagan et agir comme Obama. Ça ne fonctionne pas et sans aucun doute que cet élément psychologique est important. » Et vous pouvez ajouter aussi les forces en souterrain qui essaient d'agir et d'influencer sur Trump pour qu'il n'attaque pas surtout les Turcs. Et puis il y a aussi la création du Conseil de la paix à Washington et les Turcs et les autres vont dire n'attaquez pas, mais en fin de compte, tout cela résonne chez Trump. La pression sur Trump est énorme et en plus, MAGA, c'est en juin, avant l'attaque dans le Parti républicain, ils étaient contre l'attaque par Trump. Cette opposition est bien plus restreinte aujourd'hui et moins vocale grâce à la première attaque de Trump en Irak.
et surtout ce qu'il a fait aussi au Venezuela. Donc on a un paradoxe, c'est-à-dire que d'une part, Mathias Inbar, effectivement, Donald Trump, c'est sa parole qui est en jeu aujourd'hui face à l'Iran, et puis de l'autre, quelque part, il ne veut pas s'embourber, c'est pas le moment de s'embourber dans une guerre face à l'Iran, alors qu'il garde comme cap, quelque part, sa rivalité avec la Chine. L'Iran, tout comme le Venezuela, c'est une étape intermédiaire, simplement pour lui, face à la Chine. C'est la raison pour laquelle il y a un acteur dont on n'a pas parlé, c'est Israël. C'est-à-dire que si c'est les États-Unis qui ont été emmenés par Israël à la guerre des 12 jours, là, le but, vous me corrigez si je dis des bêtises, au niveau diplomatique, c'est l'inverse. C'est les Américains qui avancent et c'est les Israéliens qui seront presque appelés à la rescousse pour finir le travail. Parce que les Américains ne veulent pas boots on the ground. Sauf que, il y a une rivalité, et ça, peut-être qu'on n'en parle pas assez, à l'intérieur des forces spéciales américaines, et notamment du commandement central américain, le CENTCOM, ce qu'on appelle le CENTCOM. Les derniers à avoir opéré, c'est les Delta. Les Delta qui ont éliminé Abu Bakr al-Baghdadi en Syrie. Les Delta Maduro aussi. Qui ont capturé Maduro. Il y a une unité dont on parle peu ces dernières années, c'est les SEAL. Et les SEAL Teams qui ont éliminé Oussama Ben Laden veulent absolument aussi leur part du gâteau. N'oubliez pas, et regardez bien ce que je dis, les SEAL Teams sont en train de s'entraîner aussi quelque part dans la région. Je ne veux pas dire où, parce qu'on n'a pas le droit de le dire, mais eux aussi veulent leur part du gâteau. Ça peut aller aussi dans le sens où des frappes d'un côté, des opérations clandestines de l'autre, et de laisser, en quelque sorte, puisque les Iraniens vont répliquer, eh bien Israël aussi appuyer avec une sorte d'empreinte dans la région. Donc en 2 mots pour conclure, Yaki Dayan, quelque part la balle est aussi dans le camp d'Israël, c'est ça qu'il faut se dire. Si les intérêts sont menacés... Absolument. Parce qu'Israël a clairement dit aux États-Unis que les missiles est une menace existentielle. Et donc, même si on entend les Américains parler d'un accord nucléaire avec 0 enrichissement et les 400 kg d'uranium enrichi sortis, ce que les Iraniens n'accepteront pas et n'acceptent pas. Et s'ils y arrivaient à un tel accord face à l'Iran, les Iraniens demanderont des garanties des États-Unis qu'Israël n'attaque pas. Et ils ne recevront pas ces garanties d'Israël parce que Netanyahou a dit à Trump, à la Maison-Blanche, que les missiles sont une menace existentielle. Et donc, s'il n'y a pas les missiles dans l'accord, Israël attaquera. Et donc, les Américains sont coincés, les Israéliens sont un acteur central, et si Israël voit qu'il y a une menace de missiles, eh bien, elle fera une attaque préventive pour éviter, tant que faire se peut, que les missiles arrivent en Israël. Ouais, ne pas oublier ce paramètre, effectivement, des intérêts vitaux sécuritaires d'Israël. Merci beaucoup, Yaki Dayan. Vous restez encore un petit peu avec nous. Mathias Inbar, on s'interroge également bien sur le moral des Iraniens et sur les perspectives, surtout de la contestation. Elle semble être au point mort en ce moment en Iran. En revanche, on retient ces images assez impressionnantes. Vous allez le voir hier en Allemagne. 200 000 personnes rassemblées à Munich autour de Reza Pahlavi, fils héritier du Shah d'Iran. Une manifestation en marge de la conférence sur la sécurité de Munich. Et à cette occasion, eh bien, Reza Pahlavi a appelé Donald Trump à aider le peuple iranien. Il s'est dit prêt à assurer lui-même une éventuelle transition en Iran. Nous sommes en ligne avec Daria Safai. Bonsoir et merci à vous, députée fédérale, membre du Parlement belge, et vous êtes militante des droits des femmes. Concernant d'abord cette contestation en Iran, alors qu'en est-il? Parce qu'elle n'est pas morte, elle est, vous diriez, en sommeil, en attente justement d'une aide extérieure. C'est de ça que ça va dépendre quelque part, la poursuite du mouvement ou pas? Ce mouvement, ou ce qu'on appelle la révolution de Lion et Soleil, n'est pas endormi. C'est tout vivant. On était là, la continuation de voix des Iraniens en Iran même, que malheureusement, pour l'instant, ils ne peuvent pas aller dans les rues parce qu'ils étaient massacrés par le régime islamique de Ayatollah. Mais hier, on a vu que leur voix, c'était dans nos bouches et on a tout fait pour montrer le monde entier qu'on est là ensemble en train de faire une révolution qui n'est pas finie. Et on va trouver nos chemins parce qu'on était des millions, on était 1,5 million dans le monde entier hier. Le jour de action, on est allé là-bas partout dans le monde pour montrer qu'on est solidaire, qu'on est décidé et qu'on va faire la révolution, finir la révolution jusqu'au bout. Et waouh, en Munich, où moi aussi j'ai été, on était presque 300 000. Vous pouvez imaginer, c'était immense, c'était vraiment glorieux. Je peux pas
décrire comment les Iraniens ils étaient fâchés, mais pas frustrés. Il était vraiment beaucoup d'espoir. Il avait beaucoup d'espoir que cette fois-là, c'est vraiment définitif. Et je sais vous expliquer qu'une fois qu'on décide, une fois qu'on sait ce qu'on veut à la place des ayatollahs, on va finir la révolution par la réussite. Voilà, vous êtes confiant, c'est vrai, quand on voit cette mobilisation hier à Munich ou ailleurs, vous l'avez dit, c'est important de montrer que la mobilisation à l'international, elle ne faiblit pas. Est-ce que vous êtes malgré tout déçu de la part de certains pays européens, le vôtre, peut-être la France aussi, de la part des autorités qui sont peut-être un petit peu trop discrets justement concernant ce potentiel de la contestation en Iran? Malheureusement, c'est vraiment décevable quand on voit avec le potentiel qu'on a au cœur du Moyen-Orient, les Perses, les Iraniens qui sont en train de se battre, se donner la vie pour avoir un Iran démocratique, pro-Occident, qui est le meilleur aussi pour l'avenir du monde entier. Et quand on voit qu'il y a certains des pays ou des politiciens qui ne font pas assez pour soutenir le peuple iranien pour ce combat et pour remplacer les ayatollahs par la décision démocratique des peuples qui montre partout dans le monde entier quelle civilisation, quelle histoire, quelle culture qu'ils ont. Alors, le monde entier, il attend quoi? Il y a une possibilité, et la possibilité qu'il y en a, c'est toujours mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, bien sûr, on a demandé le soutien du monde entier. On a demandé que le monde entier, il nous entend. Ils ne font pas assez. Et ce qu'on exige, c'est une fois pour tous savoir et comprendre qu'il y a une meilleure solution, il y a un meilleur avenir pour eux-mêmes, pour l'Europe, avec beaucoup de problèmes avec l'Iran, le régime iranien, pour l'Amérique, les États-Unis, et surtout pour Israël, parce qu'on peut être des alliés dans l'avenir d'Iran. Alors justement, vous dites quelque part que c'est difficile de faire pire que les ayatollahs pour l'Iran, que ce soit en termes d'intérêt interne et aussi pour le monde entier. Et concernant justement Reza Pahlavi, est-ce qu'il peut incarner, vous pensez, l'avenir ou du moins la transition en Iran? Est-ce que ça peut être l'homme de la situation, pour vous, en quelques mots? Moi, je suis une seule personne. Moi, je dis oui. Mais avec moi, il y a des millions d'Iraniens en Iran. Eux, ils sont en Iran, qui sont écrits par leur sang qu'ils veulent que Reza Pahlavi il joue le rôle pour sauver l'Iran. Et d'ailleurs, hier, c'était une manifestation à la demande de Prince Pahlavi. Alors, des millions d'Iraniens qui sont sortis de leur maison, qui sont traversés le monde entier pour être là, ils disent la même chose. On a choisi Prince Pahlavi pour faire la transition. Et bien sûr, l'avenir d'Iran dans une démocratie magnifique, eux, ils vont décider ce qu'ils veulent pour l'avenir d'Iran. Mais pour l'instant, on a tous décidé, 80% des Iraniens, ils demandent que Prince Pahlavi, il fait la transition. Il est un démocrate, il est quelqu'un qui comprend tout de la politique du monde entier. Il est vraiment fort dans le rôle pour faire cette transition vers la démocratie. Et oui, je lui souhaite beaucoup de chance et on le soutient avec moi des millions des autres Iraniens. Donc il a la capacité, vous dites, de rassembler les Iraniens après la chute éventuelle des ayatollahs. Merci beaucoup à vous, Daria Safai, d'avoir répondu en direct ce soir à nos questions. On s'intéresse également, comme promis, aux évolutions de la situation dans la bande de Gaza. Cessez-le-feu qui n'en est pas tout à fait, au vu des violations chroniques des terroristes du Hamas. Stéphane Goldin nous attend tout près de la bordure Israël-Gaza. Bonsoir Stéphane, en direct, notre envoyé spécial à Ortsal. Stéphane qui riposte aussitôt à ces provocations à répétition et à la clé d'ailleurs, élimination ciblée via des drones. Bonsoir David, effectivement, il y a une augmentation de l'intensité des opérations de Tsahal dans la bande de Gaza, essentiellement ces dernières 24 heures. Alors évidemment, tout ça est dû au fait que les terroristes du Hamas continuent de violer ce cessez-le-feu. Encore hier soir, 5 terroristes sont sortis d'un tunnel. Ils se sont cachés sous des débris, pas loin de Bet Hanoun, donc à quelques encablures où je me trouve, et ont voulu passer cette ligne jaune. Évidemment, automatiquement, un drone de l'armée de l'air israélienne est entré en action et a neutralisé ces 5 terroristes. Mais au-delà de cela, évidemment, les forces de Tsahal ont riposté tout le long de cette journée, justement à ces violations continues des terroristes du Hamas
tout le long de cette ligne jaune, avec des opérations qui ont été menées dans le sud de la bande de Gaza, du côté de Khan Younes, du côté de Rafia, mais aussi dans le nord, du côté de Beth Lahia, du côté de Beth Hanoun, avec l'élimination évidemment de terroristes d'une façon directe, via des drones essentiellement. Et c'est vrai que encore tout à l'heure, 2 terroristes du Hamas ont été éliminés, 2 terroristes qui faisaient partie, je dirais, de ce qu'on appelle la Nourba et qui avaient participé au massacre du 7 octobre. Mais au-delà de ça, il y a eu aussi un, je dirais, haut responsable du djihad islamique à Gaza qui a été éliminé du côté de Beth Lahia, c'est-à-dire que Beth Lahia se situe au sud-ouest de la ville de Gaza, et il a été éliminé. Cette personne s'occupait de, je dirais, de toute l'organisation du djihad islamique dans le nord de la bande de Gaza, et évidemment était partie prise dans tout ce qui touchait dans ces opérations terroristes dans cette bande de territoire. Donc on voit très bien, David, que actuellement les échauffourées entre Tsahal et les terroristes du Hamas ou du djihad islamique continuent, et concrètement le Hamas n'a toujours pas déposé les armes. On en est loin, effectivement. Alors Stéphane, quelques mots aussi sur ce qu'on disait en titre, ces milices rivales du Hamas à Gaza qui disent participer en ce moment concrètement à l'effort de démantèlement des tunnels terroristes du Hamas. Alors c'est vrai que c'est une grande question sur ces milices rivales. C'est pas la première fois qu'on en parle à cette antenne, qu'on en parle d'une façon générale. Alors ces milices rivales, évidemment, sont des milices qui sont rivales au Hamas, mais dans le fond, il faut savoir à qui on a affaire. Ce sont des milices rivales qui, quelquefois, au moment du 7 octobre, n'étaient pas tout à fait dans notre camp. Aujourd'hui, c'est vrai que ce qui se joue, c'est dans le fond l'après-Gaza. Alors c'est vrai que pour le moment, ces milices rivales disent clairement qu'elles font tout un travail au niveau des infrastructures du Hamas en, je dirais, démolissant des tunnels, en faisant effondrer des tunnels, en aidant les forces de Tsahal. C'est vrai que actuellement Tsahal a reconnu qu'il y avait ce lien entre ces milices rivales et, je dirais, l'État d'Israël. C'est vrai qu'il y a actuellement, je dirais, un apport d'aide pour avoir du renseignement, une aide logistique que Tsahal peut donner à ces milices rivales. Mais c'est vrai que la question est de se savoir, est-ce que Tsahal et Israël va pouvoir faire confiance à moyen terme et à long terme à ces milices rivales? Là-dessus, il y a un grand doute, parce que derrière tout ce qui se joue, c'est comment va être gérée la bande de Gaza, je dirais, dans les mois ou dans les années à venir. Et je doute que ce soit ces milices rivales qui puissent gérer cette bande de territoire, encore une fois. Merci beaucoup, Stéphane Goldin. Effectivement, beaucoup de points d'interrogation pour la suite à Gaza. Stéphane Goldin, en direct du sud d'Israël ce soir. Mathias Inbar, concernant justement ce qu'on disait, ces milices, attention effectivement aux erreurs de calcul de la part d'Israël. Oui, parce que malheureusement, ça ne serait pas la première fois qu'il y ait une erreur de calcul du côté d'Israël concernant le fait de, on ne va pas dire plébisciter, mais préférer laisser faire le terrain et laisser faire une entité pour essayer de contrer une autre. En l'occurrence, Hamas, Fatah. L'exemple nous a montré malheureusement que cette doctrine sécuritaire s'est avérée complètement inexacte. Et vous savez, la différence entre la peste et le choléra, finalement, il n'y en a pas, les deux tuent. À l'époque, en tout cas, du moins au Moyen-Âge. Aujourd'hui, je rejoins un petit peu ce que disait Stéphane, c'est-à-dire que n'oubliez pas qu'une partie d'entre elles, de ces milices, ont salué, ont fêté, ont célébré, ont participé, certains d'entre eux, au 7 octobre. Donc, ce ne sont pas les amis d'Israël, c'est ça qu'il faut se dire avant tout. Certains, des niveaux provisoires du Hamas. Aujourd'hui, ce ne sont pas forcément les amis d'Israël, mais aujourd'hui, ils ont compris, ou certains ont compris, qu'il ne fallait pas jouer sur le cheval du Hamas, mais bien aller sur un autre cheval. Cela dit, vous savez, c'est comme la chanson du Tron, à force de changer sa veste, on en finit par changer son pantalon. Donc, à la fin, véritablement, il faut absolument éviter de faire trop confiance à ceux qui, hier, étaient les ennemis d'Israël. Aujourd'hui, certains aident les forces israéliennes, mais on ne voit pas non plus comment le Qatar, l'Égypte, la Turquie, qui font partie de ce Conseil de la paix proposé par Donald Trump, pourraient laisser le terrain véritablement à ces milices. Donc, pour l'instant, ces milices qui ne sont pas reconnues par la communauté internationale font le jeu d'Israël sur le terrain, participent aux opérations communes, essayent, plus ou moins tant bien que mal, d'aider Israël dans la partie de la zone jaune de démarcation. Quid de demain ? C'est une vraie question. Effectivement, donc milice opportuniste et pas mal d'ailleurs pour la petite référence. Mathias, sur le fond du problème, au rythme des violations quasiment quotidiennes du Hamas, difficile de ne pas imaginer une reprise de la guerre, peut-être d'ailleurs après le mois du Ramadan, encore une fois, c'est l'un des paramètres à prendre en compte. Force est de constater que le Ramadan, pour l'instant, n'est pas un game changer pour ces groupes terroristes qui accélèrent le rythme des violations de cessez-le-feu. Il ne se passe pas un seul jour
sans qu'il y ait de violation. Et en parallèle, eh bien, on accélère le rythme des violations. Donc, pour l'instant, ça ressemble quand même à un scénario, souvenez-vous, lorsqu'il y avait, on sentait du côté des forces terroristes la fin de la trêve, la fin de la violation, la fin du cessez-le-feu, eh bien, le Hamas et le djihad islamique se manifestaient par une accélération de ces violations. À l'époque, il y avait des tirs de missiles. Aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir jusqu'où vont aller le Hamas et le djihad islamique dans ces violations. Est-ce qu'ils vont tenter véritablement, parce que ça s'est déjà traduit par des attaques frontales contre les soldats. Est-ce que ces groupes terroristes vont tenter l'erreur de trop et dans ce cas-là, déclencher l'ire des Israéliens avec l'aval, bien évidemment, de Donald Trump. En tout cas, eux, ils sont toujours main dans la main, djihad islamique et Hamas apparemment. Oui. Merci beaucoup Mathias Invar pour cette analyse complète. Allez, un passage obligé par l'actualité interne en Israël en mode parti pris ce soir, vous allez le voir. Alors, plusieurs éléments qui sont matière à parti pris, justement. D'abord, le choc ce dimanche à Bnei Brak, ville orthodoxe en périphérie de Tel Aviv. Regardez, 2 soldats de Tsahal agressés par plusieurs dizaines de personnes qui les ont traités, d'ailleurs au passage de nazis. Prises au piège, elles ont finalement été secourues par des policiers après s'être réfugiées dans un bâtiment. Pour commenter cela, on accueille ce soir un expert, Ben Dror Yemini. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes éditorialiste pour le Yediot Aharonot. Alors, on précise que les partis orthodoxes rapidement ont dénoncé quand même ce qui s'est passé. Mais que nous dit cette scène sur la fracture aujourd'hui entre, on va dire, l'armée et une partie du public orthodoxe en Israël? La grande histoire, c'est la loi contre l'engagement militaire des orthodoxes. Et les orthodoxes sont aujourd'hui sous tension. Il y a aussi un écart important entre le public et ses dirigeants chez les orthodoxes. Il y a une extrémisation. Il faut se rappeler qu'il y a à peu près 20 ou 30 ans, les orthodoxes étaient aussi modérés politiquement et international. Aujourd'hui, c'est le public le plus extrémiste à droite en Israël que ces orthodoxes, alors que ce public, pour comprendre les chiffres, dans les années 70, c'était 2,4% de ces élèves de yeshiva qui ne rentraient pas à l'armée. Et l'État pouvait le supporter. Aujourd'hui, on en a pratiquement 20%. C'est intolérable, c'est impossible de continuer comme ça. Et ils refusent de le comprendre, ils sont incapables de le comprendre, qu'on ne peut plus continuer comme ça, que l'État ne peut pas porter sur ses épaules des gens qui sont financés, qui ne travaillent pas, qui ne payent pas d'impôts. Ça, c'est plus possible, c'est terminé. Ils ont du mal à comprendre. Et ça va être une période très difficile que nous allons vivre. Il est possible que si le gouvernement se mesure comme il faut à cette question, on passera des moments difficiles, mais après, ils comprendront. Pour l'instant, le gouvernement a peur avec cette coalition actuelle, et j'ai du mal à le dire, mais il ne se comporte pas du tout comme il faut. En tout cas, vous pensez qu'il y a encore la place pour un dialogue, ne serait-ce que parce que les partis religieux, encore une fois, ont dénoncé cela? Il y a la place pour ça, ou bien ça va être vraiment compliqué? Peut-être même une exclusion à terme des orthodoxes d'une partie des fonctions, des responsabilités au gouvernement? Écoutez, il y a toujours de la place pour le dialogue. Nous n'avons pas d'autre option. Il s'agit d'un public qui n'est pas non plus d'une seule couleur, mais souvent, c'est la minorité extrémiste qui entraîne tout le public derrière lui. Ce n'est pas une poignée de gens, c'est bien davantage. Il ne faut pas se laisser tromper. Mais ce qui était à l'époque une poignée devient de plus en plus nombreux dans la société ultra-orthodoxe, qui devient de plus en plus ultra-orthodoxe. C'est jamais tout le monde. Mais il faut continuer à parler. La seule manière n'est pas la force, en aucun cas, pas par la force. Et toute cette affaire d'essayer d'arrêter ceux qui refusent d'aller à l'armée, les emprisonner, vous pouvez faire combien? 2, 3, 10, 100, 200? Et alors, on parle là de milliers de personnes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tous les emprisonner? Ce n'est pas la manière de faire. La seule manière de faire, c'est par l'économie. Il n'y a plus de budget. Voilà, vous ne voulez pas servir, pas de problème, mais vous n'aurez pas un centime. C'est fini l'argent. Et ça,
le gouvernement a du mal à le faire. Vous prenez une pression économique pour lutter contre ce que vous décrivez comme une forme de radicalisation. Alors, autre actualité qui dérange, qu'on voulait commenter avec vous également ce soir, c'est Donald Trump qui a mis la pression à nouveau en fin de semaine dernière sur le président israélien Yitzhak Herzog pour qu'il gracie Binyamin Netanyahou dans ses procès. Il devrait avoir honte, affirme le chef de la Maison-Blanche en parlant de Herzog. Est-ce que pour vous, là, c'est un petit peu l'ingérence de trop de sa part? Écoutez, un mot, une phrase pour les ultra-orthodoxes. Aux États-Unis, en France, les ultra-orthodoxes n'ont pas des budgets du gouvernement, ils travaillent, ils gagnent leur vie et ils restent dans leurs écoles talmudiques. Donc il y a des modèles qui fonctionnent. Ça, c'était un point. En ce qui concerne ce qu'a dit Trump, Trump, c'est Trump. On a un problème là. C'est son style, c'est comme ça qu'il s'exprime. Je ne peux pas dire si c'était une demande de Netanyahou ou pas, ce qu'il a dit. Auparavant, nous le savions parfaitement. Netanyahou a demandé à Trump de demander sa grâce. Ça, c'est plus un secret. Cette fois-ci, avec cette expression un peu exagérée et un peu forte de Trump, je ne voudrais pas dire que Netanyahou l'a demandé, mais il est très clair que Trump a du mal à comprendre qu'Israël est une démocratie et qu'en Israël, on donne une grâce et on peut gracier, on peut régler des problèmes, mais de la manière dont la loi le prévoit. Et si vous voulez le faire, on le fait. Et le président, et j'ai parlé avec le président de l'État, je sais qu'il œuvrera sous la loi. Et puis, deuxièmement, il y a une question d'intelligence. Il faut arriver à des compromis qu'on peut trouver parce que ce procès, mais vraiment porte atteinte au règne de la loi et à l'État d'Israël. Est-ce qu'on peut changer cet état des choses? Je crois que oui, mais sans intervention extérieure, parce que cela ne fait qu'abîmer et n'aide pas du tout Netanyahou. Effectivement, c'est le sentiment pour l'instant. Alors, Ben-Dor Rimini, encore un mot sur une autre actualité importante de la journée, ce qui ressemble d'ailleurs à un tournant historique en direction de l'application de la souveraineté israélienne dans les territoires. Le gouvernement a donné son feu vert aujourd'hui à l'enregistrement officiel de terres de Judée et Samarie au nom de l'État. Initiative voulue par les ministres de la Justice, Yariv Levin, et des Finances, Bezalel Smotrich. Et c'est une première, évidemment, depuis 1967. Alors, Ben-Dor Rimini, d'abord concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vous, cette décision? Est-ce qu'elle va permettre aux Israéliens de devenir légalement propriétaires de terres en Judée-Samarie, quitte à provoquer une cascade, on va dire, de réactions internationales? On n'a vraiment pas besoin de ce conflit maintenant. Je voudrais rappeler juste une chose. Au fil de toutes 100 ans d'histoire du sionisme, le sionisme a toujours tendu la main aux Arabes et n'a jamais pris des terres par la force. De quoi nous parlons maintenant? Nous parlons d'un processus rampant d'annexion. On n'appelle pas ça l'annexion, on appelle ça l'achat de terres. Mais c'est quoi cette histoire d'achat de terre? Cela inclut aussi les territoires A et B. Écoutez, nous avons des accords, enfin, et je crains énormément qu'il s'agisse d'une enfreinte à ces accords, et ça n'est pas la voie à suivre. Dans la situation d'Israël aujourd'hui, dans sa position internationale, ce qui est terrible, qui est un échec politique abominable, c'est maintenant le moment de faire des choses pareilles, c'est maintenant le moment de faire quelque chose qui est le plus près que l'on puisse imaginer l'annexion. Non, c'est vraiment pas le moment. Peut-être qu'il n'y a pas de partenaire pour la paix aujourd'hui, peut-être que le côté palestinien n'est pas prêt à accepter l'idée de 2 États pour 2 peuples, un État palestinien, un État israélien, et ça a été le côté palestinien qui a dit non à Clinton, qui a dit non à Olmert, qui a dit non à Obama, qui a dit non à Trump et son plan de paix. Et c'est les Palestiniens qui ont toujours dit non. Pourquoi est-ce qu'Israël devrait se placer comme celui qui empêche la paix? C'est une erreur politique gravissime du gouvernement. Donc problème de timing, c'est ce que vous dites, c'est votre parti pris. Merci beaucoup Ben-Dor Rimini d'être venu sur notre plateau ce soir. Traduction assurée par Gisèle Abazon. Encore pas mal d'actualités à passer en revue. On poursuit avec l'info chrono tout de suite. L'effet Mamdani à New York, une société de drones liée à Israël contrainte de faire ses valises. Easy Aerial doit quitter le complexe industriel de Brooklyn Navy Yard suite à la décision de la municipalité de ne pas renouveler son bail. L'entreprise fournit ses drones aux agences de sécurité américaines pour surveiller les frontières et les grands événements comme le Super Bowl récemment.
Elle avait également vendu du matériel à Tsahal. Ces derniers mois, elle avait été visée par des manifestations hostiles. La ville de New York assure que sa décision est basée sur des considérations uniquement commerciales. Mais un élu local a dénoncé une haine des Juifs de la part de l'équipe municipale. Il n'y a pas que la high-tech en Israël pour attirer les investisseurs étrangers. Zim, géant du secteur maritime israélien, vient d'être acquis par l'allemand Hapag-Lloyd et par le fonds israélien FIMI pour 3,7 milliards de dollars tout de même. Hapag-Lloyd, 5e compagnie mondiale en volume de conteneurs et dont le principe de le capital est détenu en partie par les fonds souverains qataris et saoudiens, intégrera les activités internationales, soit 99 navires en location. FIMI va conserver les opérations israéliennes, 16 navires en pleine propriété. Et le maire de Haïfa, où est basé le siège de Zim, regrette cette opération qui transfère entre des mains étrangères des navires servant régulièrement, il faut savoir, au transport de munitions et de produits essentiels pour Israël. Enfin, le grand soir pour Deni Avdija, premier Israélien sélectionné pour le All-Star Game de la NBA. L'ailier de Portland se dit fier de représenter son pays au beau milieu du Gotha mondial du basket. Il rappelle également les origines serbes de son père. Innovation cette année avec un format USA contre le reste du monde. Le coup d'envoi sera donné dans la nuit. Bonne chance à lui. Allez, c'est le moment d'ouvrir le nouveau dossier qui va nous accompagner tout au long de la semaine. Thématique sur mesure, le petit roulement de tambour. Où en est la France au Moyen-Orient? Influente, écoutée ou plutôt has-been, voire hors sujet? La vérité, on va le découvrir, est constamment évidemment entre les deux. Cette région du monde qui constitue littéralement le test ultime pour toute diplomatie qui se respecte. Grandeur historique, nostalgie gaullienne, mais que vaut encore tout cela face aux réalités brutales du moment, face à la concurrence féroce des Américains, des Russes, des Turcs ou même des Chinois? On commence évidemment par poser quelques bases historiques. Séquence rétro, c'est avec Shani Guidalia. Pendant longtemps, la France a occupé une place singulière au Moyen-Orient. Une présence profonde, ancienne, parfois influente, mais aujourd'hui confrontée à une région qui a radicalement changé. Tout commence au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec les mandats français en Syrie et au Liban. Paris s'installe durablement au Levant, laissant un héritage politique, culturel et institutionnel qui marque encore ces sociétés. C'est là que se construit l'image d'une France, puissance du Levant, protectrice et familière. Cette influence passe aussi par la culture, lycée français, université, francophonie, réseau éducatif. La France se voit comme une puissance d'influence, plus que de domination, avec un soft power durable. Elle cultive également une image particulière, celle de protectrice des minorités, notamment des chrétiens d'Orient, un rôle symbolique qui nourrit encore aujourd'hui une certaine posture diplomatique. Mais c'est surtout avec le général de Gaulle que naît une doctrine, la politique arabe de la France. Après la guerre des 6 jours en 1967, de Gaulle prend ses distances avec Israël et affirme sa ligne, dialoguer avec le monde arabe, défendre une position autonome face aux États-Unis et incarner une troisième voie. Cette tradition se poursuit avec des nuances. Le discours de François Mitterrand à la Knesset en 1982 est à la fois un acte d'amitié envers Israël et le moment où la France affirme son appui à la création d'un État palestinien. En 1996, le coup d'éclat de Jacques Chirac dans les ruelles de Jérusalem refroidit durablement la relation France-Israël. Un incident diplomatique qui renforce le prestige de la France auprès du monde arabe. Prestige qui atteint un sommet en 2003 lorsque Paris refuse de suivre Washington dans sa guerre en Irak. La France apparaît alors comme indépendante, respectée, capable de dire non. Mais progressivement, la réalité rattrape l'héritage. Nicolas Sarkozy réintègre pleinement la France dans le jeu atlantiste. François Hollande tente de peser sur la Syrie ou sur le nucléaire iranien, sans résultat décisif. Emmanuel Macron, lui, affiche une ambition forte, au Liban notamment, mais se heurte à des rapports de force qui ont changé. Car le Moyen-Orient d'aujourd'hui n'est plus celui des années gaulliennes. Les États-Unis restent centraux, la Russie a toujours son mot à dire, la Chine avance partout et les puissances régionales redessinent l'ordre sans attendre Paris. La question est donc brûlante. La France est-elle encore portée par son héritage ou prisonnière d'une nostalgie diplomatique dans une région où son influence réelle s'est rétrécie ? Et en tout cas, une constante dans la ligne politique de la France dans la région, elle a été tracée, du moins de manière visible, au lendemain d'un tournant majeur, à savoir la guerre des 6 jours. Bonsoir, Shani Guidalia, et merci pour ce dossier. Shani, le général de Gaulle aura su le faire comprendre à sa manière à l'époque. La France misera dorénavant sur une politique pro-arabe.
Oui David, la France et Israël entretenaient depuis la fin des années 40 des relations plutôt étroites. La France a été l'un des premiers pays à reconnaître l'État d'Israël. Dans les années 50 et au début des années 60, l'armée israélienne reposait en grande partie sur des équipements français, en particulier les avions Mirage qui constituaient l'essentiel de sa force aérienne avant la guerre. Donc avant 1967, avant la guerre des 6 jours, Israël bénéficiait encore d'un soutien assez large de la France. Il y avait aussi une solidarité forte après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est la guerre de juin 67, la guerre des 6 jours qui va tout changer. Israël affronte l'Égypte, la Syrie et la Jordanie, remporte une victoire très rapide et côté français, à ce moment-là, le regard commence à basculer. De Gaulle, qui avait déjà entamé une démarche d'autonomie vis-à-vis des États-Unis, mais aussi un rapprochement du monde arabe, annonce un embargo sur les livraisons d'armes à Israël quelques jours avant le déclenchement de la guerre, ce qui a montré un vrai changement de cap diplomatique. Après la guerre, le ton se durcit encore. De Gaulle critique ouvertement l'occupation des territoires conquis par Israël, appelle à appliquer la résolution 242 des Nations Unies qui demande le retrait israélien de ces territoires et prononce en novembre 67 une phrase qui est restée très célèbre mais aussi très controversée, où il qualifie les Juifs de peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. À partir de là, on est clairement sur un changement de cap, c'est-à-dire que la France adopte une ligne beaucoup plus critique vis-à-vis d'Israël, cherche en parallèle à se rapprocher du monde arabe pour réaffirmer une autonomie diplomatique vis-à-vis des blocs américains et soviétiques. Et la rupture est tellement nette que certains analystes estiment même que c'est ce qui a poussé Israël à se rapprocher de plus en plus des États-Unis. Donc en très peu de temps, la France est passée du rôle d'allié proche à une position critique, voire hostile aux décisions israéliennes. C'est un virage qui va structurer durablement la diplomatie française au Moyen-Orient, au moins pour les prochaines décennies. Ouais, en tout cas, c'est toujours en vigueur apparemment aujourd'hui. Merci beaucoup, Shani Guidalia. Et avec nous ce soir également, Myriam Benraad. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes politologue, spécialiste du Moyen-Orient et on va voir d'ailleurs votre ouvrage qui est intitulé Djihad, la métamorphose d'une menace qui est paru pas plus tard que le mois dernier. Alors, en termes de perception aujourd'hui, est-ce que la France, vous diriez, est encore perçue aujourd'hui au Moyen-Orient comme une puissance influente ou plutôt comme une sorte d'acteur du passé qui veut rester plus ou moins, garder sa place, un rôle quelque part dans la région secondaire? Alors les choses ont bien changé, hein. Ça a été très bien dit par votre collaboratrice, et c'est d'autant plus aujourd'hui plus compliqué pour la France de peser qu'on n'est plus sur cette logique des deux blocs. On est sur une logique multipolaire qui implique en effet l'arrivée de nouveaux acteurs, la Chine qui est à l'offensive. On a aussi bien sûr d'autres puissances émergentes. Je pense à l'Inde, à d'autres pays en voie de développement qui essaient aussi de tisser des partenariats avec les pays de la région, que ce soit les pays arabes ou avec Israël. Et donc tout cela fait que la France est un acteur parmi d'autres aujourd'hui. Il n'a plus cette relation privilégiée en réalité ni avec Israël ni avec les pays arabes. Donc rentrez dans le rang, vous dites. Alors justement, concernant Israël, quand De Gaulle, avec sa phrase dit « peuple d'élite, sûr de lui-même, dominateur », est-ce que finalement c'est pas lui qui a précipité, en tout cas qui a accéléré la précipitation d'Israël dans les bras des États-Unis il y a maintenant une 50aine d'années? En tout cas, c'est une hypothèse intéressante parce que c'est vrai qu'au départ, la relation franco-israélienne était très forte pour des raisons historiques évidentes. Et en effet, on a vu finalement Israël s'éloigner de la France pour aller dans un premier temps d'ailleurs plutôt vers l'URSS. Et puis ensuite, le choix a été fait en effet d'un alignement sur une Amérique qui devenait de plus en plus clairement hégémonique dans la région. Et de tout cela n'a pas fondamentalement changé. Maintenant, je ne pense pas, au-delà des tensions, que cette relation tout de même qui unit la France et Israël soit totalement remise en cause, dans la mesure où, bien sûr, les liens historiques restent très forts. La France, bien sûr, compte de nombreuses communautés juives. On a de nombreux franco-israéliens qui vivent en Israël. Donc tout ça est quand même un peu plus compliqué que des phrases, je dirais, qui sont lancées, que les polémiques qui se multiplient. Hein, il est vrai, parce que la situation est très tendue, mais je ne pense pas pour autant que cette relation soit remise en cause. Effectivement, il y a quand même des bases qui restent solides. En deux mots, vraiment, pour conclure, est-ce que le dernier grand moment, on va dire, d'influence française dans la région, c'est 2003, Jacques Chirac, Dominique de Villepin, qui refuse d'accompagner les États-Unis dans leur campagne en Irak?
Oui, je pense quelque part que si on parle en tout cas d'opposition à cette hégémonie américaine, bien sûr, oui, c'est l'Irak, parce qu'en réalité, la France avait déjà auparavant un rôle assez réduit sur le conflit israélo-palestinien. Par exemple, c'était déjà la diplomatie américaine qui menait la danse. Donc oui, en effet, 2003, ça a été quand même le moment, là, je dirais, la dernière grande affirmation de ces désaccords, en tout cas profonds, qui opposent la France aux États-Unis sur un certain nombre de questions dans cette région. Ouais, un moment marquant, effectivement. Merci beaucoup à vous, Myriam Benraad, pour cette analyse. Dans le dossier de la semaine, ce soir, actualité en France, justement, dominée par la haine, avec la mort, d'ailleurs, ce week-end, du jeune Quentin D, victime de l'ultra-gauche, en marge d'une conférence de Rima Hassan à Lyon. Et un week-end surtout marqué également par la plantation, vendredi, du chêne en mémoire d'Ilan Halimi, dans les jardins de l'Élysée. Vous le voyez, 20 ans après l'enlèvement, la séquestration, la torture, l'assassinat de ce jeune juif français. C'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui a donc lui-même rendu cet hommage. Il a peu après répondu aux questions de Frédéric Aziza pour Radio J. On va écouter quelques extraits. Je sais qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui pensent à faire leur aliya, qui pensent à quitter le pays, qui doutent. Et je veux leur dire, vous pouvez avoir des désaccords avec tel ou tel, mais votre place est ici parce que c'est votre pays. Et la France a besoin de vous. Et la France a besoin de tous ses enfants, quelle que soit leur religion ou leur absence de religion, quelle que soit leur opinion. Et ce que nous ne pouvons pas faire, c'est nous diviser. Et donc cette unité, pour moi, est essentielle. Le combat français est un combat universaliste. Et donc c'est pour ça que je dis que quand on se bat contre l'antisémitisme, c'est un combat de la République. Quand on se bat contre les discriminations, le racisme, ce sont des combats jumeaux, ils sont inséparables et il ne faut pas les opposer. Ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que des gens qui avaient un rôle actif parfois dans le combat antiraciste, des gens qui défendaient des causes, ont utilisé, déformé ce qui se passe à l'international pour essayer de déshumaniser, d'essentialiser nos compatriotes confession juive. Et ils l'ont fait par une forme de réduction. Et je l'ai rappelé tout à l'heure dans mon discours, nous ne pouvons pas accepter, nous ne devons jamais accepter qu'un de nos enfants, quelque Français que ce soit accusé d'être génocidaire. Impossible. Et c'est une inversion des valeurs à laquelle il ne faut rien céder. Merci donc à Frédéric Aziza et Radio J. Par ailleurs, autre hommage à Hénin-Beaumont, cette fois Marine Le Pen a inauguré vendredi également une allée portant le nom d'Ilan Halimi. La cérémonie s'est déroulée notamment en présence de l'avocat Arnaud Klarsfeld. Traversons la Manche et parfois mieux vaut tard que jamais. Halima Begum, l'ancienne patronne de l'ONG Oxfam, bien connue au Royaume-Uni, poursuit son ancien employeur en justice. Elle l'accuse d'avoir été coupable d'un biais disproportionné sur Gaza, tout en lui reprochant d'avoir utilisé sans preuve le terme de génocide concernant Israël. Elle dénonce au passage une culture antisémite toxique. On retrouve à Londres la correspondance de Laura Canu. Oui, Halima Begum a été nommée à la tête d'Oxfam au Royaume-Uni en 2024. Elle a quitté son poste en décembre dernier et officiellement le conseil d'administration estimait que sa position était devenue intenable après une enquête interne évoquant des problèmes graves de leadership, des interférences dans certaines procédures et un climat de peur au sein des équipes. Mais aujourd'hui, elle contre-attaque devant un tribunal du travail. Selon le Daily Telegraph, elle accuse l'organisation d'avoir une culture toxique et antisémite et dénonce une focalisation disproportionnée sur Gaza par rapport à d'autres crises mondiales. Elle affirme aussi qu'Oxfam aurait été trop rapide à qualifier les actions d'Israël de génocide, un terme qui, selon elle, doit reposer sur des bases juridiques solides. Alors de son côté, Oxfam rejette fermement ces accusations, parle d'une version des faits contestés et rappelle sa politique de tolérance zéro contre le racisme et l'antisémitisme. Cette affaire intervient alors que l'ONG traverse une période très difficile, notamment financière, avec des suppressions de postes au Royaume-Uni. Voilà, merci à Laura Calmi, notre correspondante à Londres, au Royaume-Uni. On revient en Israël et on va se pencher cette fois-ci sur une étude assez édifiante. À quoi ressemble la famille israélienne aujourd'hui, en 2026 ? Des chiffres détaillés que nous fournit aujourd'hui le Bureau central des statistiques. On va les passer en vue avec vous, Mathieu Winding. Bonsoir Mathieu. On va retenir les différences d'ailleurs assez profondes entre les publics, on va dire laïcs et religieux en Israël.
Oui, exactement. Plusieurs tendances se distinguent. Et grâce au rapport annuel du Bureau des statistiques qui est publié à l'avant-veille de la journée de la famille en Israël, pour la petite histoire, cette journée de la famille en Israël, c'est anciennement la fête des mères. Donc, on apprend déjà, première tendance, qu'Israël compte 2,3 millions de familles en 2024. Et c'est une hausse, car en 2015, il n'y en avait que 1,99 million. La majeure partie des Israéliens vivent en famille. Donc là, nous sommes bien loin des statistiques sur le célibat dans les capitales européennes. La taille moyenne d'une famille israélienne compte 3,71 personnes et la statistique se décompose ainsi. 3,6 pour les familles juives, 4,32 pour les familles arabes. Les chiffres varient donc selon la géographie et les secteurs, et il existe une distinction claire entre les villes centrales et les villes très observatrices. Alors, pas un exemple, Beth Shemesh, la ville qui détient 2 records, 72% des couples ont des enfants de moins de 17 ans et la famille là-bas compte en moyenne 5,06 personnes. Tel Aviv arrive en tête pour les couples sans enfants, ils sont 41% contre une moyenne nationale de 26%. La capitale des parents célibataires en Israël, c'est Bat Yam. Le pourcentage le plus élevé de familles monoparentales avec des enfants âgés de moins de 17 ans et donc dans la ville limitrophe de Tel Aviv. Et avec 10,3%, c'est le double de la moyenne nationale. Les familles arabes, donc on l'a vu, sont plus nombreuses que les familles juives en nombre de personnes par famille. Et dans le secteur arabe, les familles qui ont conservé un mode de vie traditionnel constituent la majorité. Enfin, 95% de tous les couples en Israël sont mariés, les autres vivent en cohabitation et seul un quart d'entre eux ont des enfants. Donc ces chiffres montrent une évolution démographique. Les familles sont plus nombreuses en périphérie religieuse et aussi on voit un phénomène d'urbanisation des couples sans enfants au centre. Effectivement, sur certains aspects, effectivement, Israël qui dénote par rapport à certains autres pays de l'OCDE. Merci beaucoup, Mathieu Winding, pour cette étude très intéressante. Allez, le rendez-vous du dimanche soir, vous le savez, la page santé, les problématiques les plus urgentes et les meilleurs conseils, évidemment. C'est avec le docteur Joseph Zrien, qu'on a le plaisir de recevoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs. Médical à i24. Nous avez choisi ce soir d'aborder un sujet qui est particulièrement d'actualité, d'ailleurs qui est en rapport avec ce qu'on disait, la famille, les écrans et les enfants. Alors, on va aller droit au but. Il y a les yeux, il y a le cerveau. Quels sont d'abord les principaux risques auxquels sont exposés nos bambins aujourd'hui? Écoutez, ça tombe bien, c'est vrai. Après l'exposé de M. Winding, on va parler des écrans et des enfants. La surexposition des enfants aux écrans est un phénomène nouveau, qui est caractéristique de nos sociétés modernes. Alors, quels sont les risques? Les effets néfastes sont réels et aujourd'hui, ils sont prouvés scientifiquement. Ces effets délétères concernent le développement sensoriel et cognitif, surtout chez les plus jeunes. Il va se créer une hyperstimulation affectant l'acquisition du langage, les capacités de l'attention, les capacités de concentration et les notions temporelles. Mais aussi va être affecté le développement social et affectif. On va noter donc une dégradation des relations sociales, dégradation des relations familiales et la dégradation des liens d'attachement. De plus, il existe un impact réel et très important sur le sommeil. Et on voit de plus en plus de personnes qui viennent consulter pour des troubles du sommeil et des risques de sédentarité. Chez les adolescents, les risques sont plus pernicieux et les mettent souvent en danger, c'est le cyberharcèlement et l'addiction. En résumé, il y a une diminution de la motricité, une perturbation des repères du monde réel, stimulation sensorielle qui est totalement inadaptée, des retards de langage, la passivité de certains enfants et la perturbation de l'attention. Ouais, donc ça fait beaucoup de raisons d'appuyer sur la pédale de frein concernant les écrans. Alors justement, docteur, vos recommandations, quelles sont-elles face à l'ensemble de ces périls? Je vais me faire beaucoup d'ennemis, vous allez voir, parce que les recommandations sont d'abord, il n'y a pas d'écran avant 3 ans, ou en tout cas au minimum. Et on voit partout des petits-enfants, des petits bébés avec des iPads, c'est un vrai problème. Entre 3 et 6 ans, l'écran est partagé et l'enfant est encadré avec 1 heure maximum pour les 5-6 ans. De 6 à 9 ans, on a un âge particulier avec un éveil créatif qui peut se faire grâce aux outils numériques et une utilisation intelligente des écrans qui va être plus dynamique et plus interactive. De 9 à 12 ans, on commence à avoir des problèmes, mais il faut essayer d'avoir une limitation et un contrôle des écrans pour mieux protéger. Chez les adolescents, c'est compliqué, ça devient difficile parce qu'ils sont particulièrement friands des écrans et des réseaux sociaux. Leur interdire est totalement illusoire. Il vaut mieux négocier
et continuer et surtout contrôler le temps d'exposition. En synthèse, pas d'écran le matin, ou en tout cas réduit au minimum. Pas d'écran au repas, parce que le repas est un moment important de socialisation. Pas d'écran dans la chambre et pas d'écran au coucher. La santé et le bien-être de nos enfants sont des biens très très précieux. Et il faut être particulièrement attentif et en prendre soin. Effectivement. Donc, à chaque âge, en tout cas, sa dose d'écran. Alors, dernière question, comment évolue la situation? Parce que là, on a quand même affaire à un problème qui est mondial. Il n'y a pas seulement la France, Israël, l'Occident. C'est un problème mondial aujourd'hui avec la popularisation de ces écrans, même dans les pays moins développés, on va dire. Je vous remercie pour cette question parce qu'elle est d'importance. Aujourd'hui, ce phénomène est mondial. Il touche quasiment tous les pays et tous les âges. Ce que j'ai dit pour les enfants s'adresse aussi aux adultes. Nous avons aussi les mêmes phénomènes. Eh bien, écoutez, il y a une prise de conscience collective. C'est pas faute d'avoir alerté les autorités. Il y a aujourd'hui dans des gouvernements qui commencent à décider de limiter les écrans dans les écoles à partir de 13 ans, de 15 ans. Il y a les Italiens, c'est 15 ans, les Français actuellement, c'est 15-16 ans. En Israël, il y a aussi une demande de ce type. Collège et lycée, oui. Vraiment, donc je pense qu'il y a une prise de conscience collective. J'espère qu'elle va mener à quelque chose et qu'elle permettra de limiter l'exposition aux écrans. Donc d'abord, on résume, vigilance des parents et puis réveil des autorités publiques. Merci beaucoup, Dr Zrian. Et donc attention à vos bambins face aux écrans. C'est valable pour vous aussi, Mathieu. Merci à tous les deux encore. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Myri Maman pour Regard Croisé. Très bonne soirée à tous sur iTunes TV.